Chers amis de Point de vue, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale. Audio Jungle. Chers amis de Point de vue, bonsoir. Je suis Laurent Montier, je vous souhaite la bienvenue à cette édition spéciale de Point de vue qui est consacrée à une thématique dont nous avons parlé plus ou moins depuis le début du mois, les cultures noires, la culture noire dans le développement durable de l'Afrique. Et cette édition spéciale, parce que j'ai le plaisir d'avoir plusieurs invités, des personnalités non des moindres sur ce plateau. À tout seigneur, tout honneur, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau de Point de vue Priscilla Ludowski. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi le plaisir et le privilège d'avoir sur le plateau de Point de vue Lord de Comindong. Bonsoir, Lord de Comindong. Bonsoir à présent, j'espère que tout le monde va bien. Super. Alors, nous aurons tout à l'heure également Design qui va se connecter et donc qui se présentera aussi à vous tout à l'heure. Et nous avons la joie également, j'ai le plaisir de co-animer, de co-présenter cette émission avec le très célèbre Dia Alionga. Bonsoir, Dia. Alors, nous nous excusons d'avance pour les désagréments techniques qui vont sans doute se présenter pendant ce live parce que les connexions sont, on se connecte de divers endroits de la planète, du Gabon, de la France et d'ailleurs. Donc, ce soir, je ne sais pas si Design est connecté, mais en tous les cas, sois la bienvenue. Ce soir, c'est Dia qui présente l'émission. Je suis là pour l'accompagner, mais comme visiblement il y a des problèmes de connexion avec Libreville, je vais d'emblée, en vous passant la parole, vous demander pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour s'il y en a encore des personnes qui ne vous connaissent pas, simplement de vous présenter. Bien entendu, Lord de Comindong, tu es un artiste engagé, tu es très connu sur la scène gabonaise, africaine et même mondiale. Ça fait des années que tu es présent et que tu défends des causes au travers de ton art et tu défends d'ailleurs l'art gabonais et même l'art africain. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Tu as été primé sur plusieurs organisations et c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Priscilla Ludowski, tu es initiatrice du mouvement des Gilets jaunes. Nous avons vraiment découvert ton engagement à cette occasion et vraiment c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Et Design, tu es également un poète slammer et entrepreneur culturel également engagé. Je ne sais pas si tu es connecté. D'entrée de jeu, je vais voir déjà si Dia est connecté. Dia nous dit qu'il n'entend rien. Est-ce que la technique peut faire quelque chose? Ce serait super. Black History Month, je vais me tourner vers toi, Lord de Comindong. Quand on entend par Black History Month, quelle est la genèse et pourquoi dans la sphère francophone, ce n'est pas assez connu? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que les problématiques noires ne sont pas abordées de la même façon en fonction d'où on se trouve. Même si, personnellement, j'estime qu'elles sont les mêmes. Dans la sphère américaine ou anglo-saxonne, il y a des avancées, il y a une manière de traiter les questions relatives à notre communauté, notre rapport à l'histoire et le rapport que l'on entretient aujourd'hui avec le monde d'aujourd'hui, qui font que peut-être qu'aux États-Unis, par exemple, les gens étaient capables de faire quasiment d'imposer un moment de l'année où c'est un peu un système de discrimination positive, hein, mais qui permet de dire on décide d'allouer un certain temps à la mémoire de l'histoire noire. Et puis, il se trouve que à d'autres endroits du monde, des gens décident de suivre ce mouvement-là. Mais encore une fois, c'est lié même si on peut tous se l'approprier, où qu'on se trouve, toutes les communautés et tous les endroits du monde n'ont pas eu la même manière de traiter cette question-là. D'accord. Mais du coup, pourquoi dans la sphère francophone,
on a quand même l'impression que, même si c'est né dans la sphère anglophone, mais on a quand même l'impression qu'au-delà de l'aspect francophone, on a quand même l'impression qu'en Afrique, la mayonnaise commence à prendre un petit peu. On voit pas mal de mouvements de retour sur le continent qui sont initiés. On voit qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui se passent au niveau du Ghana. Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment prise ou c'est vraiment encore un peu abstrait et puis cantonné simplement aux États-Unis? Ben, la sphère francophone, comme tu dis, est liée aussi dans une certaine mesure à la manière dont les choses sont gérées depuis la métropole, j'ai employé ce mot-là, euh, où il y a une vision des communautés qui est particulière. Si on parle de la France, alors je laisse la francophonie parler en France même, l'idée de considérer les gens réellement, il y a des petites interférences. Je crois savoir, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais que la France officiellement ne reconnaît pas les gens en fonction de leur origine ethnique et de leur communauté, en brandissant un discours plutôt républicain, où on considère que les gens sont censés être des gens. C'est pour ça que le traitement d'une question en tant que question noire, l'histoire noire, les problématiques noires, du côté de la France, ne se fait pas de la même manière qu'aux États-Unis ou dans d'autres endroits. Pour ce qui est de la sphère francophone, donc en allant jusqu'à l'Afrique francophone, je réfléchis en même temps que je parle, mais peut-être que le niveau on va dire ça, d'interconnexion avec le reste de la sphère concernée par la problématique noire, dès qu'on va en outre-mer, aux États-Unis, etc., les interconnexions ne sont pas encore suffisamment fluides à ce niveau-là pour qu'on se retrouve à faire exactement la même chose partout au même moment. D'accord, merci beaucoup. Priscilla, du coup, justement, comme lors des communes, on parle de la France, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la genèse, enfin en tout cas ce qui a poussé à créer le mouvement des Gilets jaunes, et puis les différentes contestations et ce que nous vivons en Afrique en termes de frustration même des peuples? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Et aussi, je veux dire, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui a poussé à la création du mouvement des Gilets jaunes? Alors, par contre, le micro de Priscilla est coupé. Oui, vous m'entendez? Ah, super, merci. Oui, je disais, oui, le parallèle qu'on peut éventuellement faire, c'est celui de dire que à l'origine, le mouvement, s'il est né, c'est pour contester le manque de transparence et le manque pour dénoncer le manque de confiance envers les pouvoirs publics, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se retrouve à peu près partout. Mais moi, personnellement, ce qui m'a nourri pour lancer cette pétition, qui a ensuite lancé un débat public, qui a ensuite mené au mouvement des Gilets jaunes, c'est surtout qu'en 2009, il y a eu un mouvement de contestation aussi fort dans les départements d'outre-mer. Donc, moi, je suis originaire de Martinique et en fait, en 2009, il y a eu un gros mouvement où même les deux îles ont été bloquées pendant plusieurs semaines pour contester justement les inégalités sociales qui sont encore plus importantes dans les départements d'outre-mer par rapport à la France, alors que ce sont censés être des départements français, mais où le niveau de vie est complètement différent, où la vie est très chère, où les populations là-bas sont pas considérées. On pourra peut-être parler plus tard du mouvement qu'il y a en ce moment par rapport aux empoisonnements des terres qui ont été causés par les anciennes familles esclavagistes et qui ont un impact aujourd'hui important et que la France nie complètement. Et donc, forcément, ayant moi été nourri par ces injustices en fait sociales dont ma famille a été et encore par lesquelles ma famille est encore touchée dans les Outre-mer, forcément, j'ai grandi avec ça. Ensuite, donc, manque de confiance envers les politiques. On constate qu'il y a une volonté aussi de cacher certains faits, ou plutôt de ne pas enseigner correctement les choses. Et ça fait vraiment le parallèle avec le Black History Month, par exemple. Et voilà, parce qu'il est né du fait que, justement, on ne donnait pas suffisamment de droits. Et notamment, avant le Black History Month, c'est la semaine, c'était la Negros Weeks, je ne sais plus c'était quoi le terme exactement, comment c'était intitulé, mais il y a une semaine qui était dédiée justement à l'enseignement de ce que la culture noire a pu apporter au cours de l'histoire et qui n'est pas enseigné habituellement aux États-Unis. Et on a le même souci, on a le même problème en France. Il n'y a pas si longtemps la loi
de Christiane Taubira qui est passé pour dire qu'on devait normalement intégrer dans les programmes scolaires tous les faits historiques portés par des personnes afrodescendantes et toutes les avancées, tout ce à quoi les Noirs en général ont contribué, qui ne sont pas enseignés en France et qui fait qu'effectivement on a une perte comme ça de connaissances et une non-transmission aux générations qui suivent, et encore plus quand on vit en France. D'accord, merci beaucoup. Je profite pour saluer tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent actuellement en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je serai votre porte-voix. Je me tourne vers toi, Design. Tu es très connu pour des prises de position en faveur de la culture noire ou des cultures noires. Ma question est celle de savoir, est-ce que parler d'une culture noire ou des cultures noires, on a un petit peu l'impression d'être perdu. C'est vrai qu'on en parle sur l'Afrique comme un ensemble homogène, mais on voit quand même beaucoup de disparités. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'on peut parler d'une culture noire, de plusieurs cultures noires? Quels sont les points d'accroche et quels sont les points de divergence? Donc, c'est bon, on m'entend? Je vais juste savoir si mon micro passe, parce que j'avais quelques problèmes techniques encore, excusez-moi hein, pour les soucis. Donc, par rapport à ta question, moi, je vais dire que si on part déjà du fait que toute l'humanité, en tout cas, est liée par un même patrimoine culturel, on peut déjà en déduire que il n'y en a qu'une seule culture, en tout cas globale pour toute l'humanité, en tout cas tous les hommes en tant qu'êtres qui partagent bien sûr des liens avec le reste de l'environnement. On peut considérer qu'il n'y a qu'une seule culture. Bon, sachant maintenant que au fil du temps, les hommes ont dû occuper l'espace, ont dû occuper la terre à divers endroits, se sont implantés à des endroits différents et ils ont dû s'adapter aussi aux conditions dans lesquelles ils vivaient. Et c'est ce qui a plus ou moins, en tout cas à mon avis, créé de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons d'être au contact avec la nature et surtout de nouvelles pratiques. Voilà. Donc, je peux dire que là, pour être en 2021, on peut considérer qu'effectivement, il y a plusieurs cultures parce qu'il y a plusieurs manières d'être au contact de l'environnement. Il y a plusieurs manières de se comporter finalement vis-à-vis de l'endroit et de notre groupe aussi. Voilà. Donc, si ça répond à ta question, je pense que c'est mon avis. D'accord, de toutes les façons, on aura l'occasion d'approfondir. Et je dis aussi aux autres invités, n'hésitez pas, si vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qui est dit en amont, c'est vraiment interactif, hein, ne vous en faites pas. J'aimerais qu'on aborde, enfin, on va essayer de structurer notre débat en 3 segments. J'aimerais qu'on parle de la perception de l'homme noir à travers le monde. Ensuite, qu'on parle de l'impact de la culture même dans le développement de l'Afrique. Et puis des thèmes d'actualité, notamment la gestion de certains pays, notamment du Gabon, de la COVID-19. On se rend compte aujourd'hui sur la première thématique que je souhaitais aborder avec vous, on se rend compte aujourd'hui, je parle sur le contrôle de Dia, qui a certainement l'occasion de rebondir, que quand même la perception de l'homme noir est totalement négative quand on regarde comment les Noirs sont traités aux États-Unis, comment les Noirs sont traités en France, surtout comment les Noirs sont traités en Afrique par certains gouvernements, par certains décideurs politiques notamment. Lorsqu'on veut exprimer notre liberté, notre droit à manifester, on voit un petit peu comment la répression se met en place. Est-ce qu'on peut dire que, j'ai l'impression que la vie de l'homme noir ne vaut pas grand-chose aux yeux soit des Occidentaux ou même de nos semblables? Vous, en tant qu'artiste engagé, comment vous vous positionnez par rapport à ça ou en tant que personnalité publique lors des Communes? Est-ce que tu peux répéter la fin de ta phrase? Je ne l'ai pas bien entendu. Vous, en tant qu'artiste engagé, quel est ton regard de positionnement par rapport à cette perception de l'homme noir, peut-être que tu peux peut-être ne pas partager? Écoute, je pense même que la question devrait plus se poser aujourd'hui, même pour le peu d'histoire africaine qui est accessible à tout le monde, parce que l'histoire africaine fait l'objet de beaucoup de silence, de beaucoup de tabous et de beaucoup de falsifications. Mais même pour ceux que tout le monde sait, l'histoire de l'Afrique et l'histoire de son rapport avec le reste du monde, sur les 500 dernières années, est une histoire tragique. Se poser la question de la perception de l'homme noir après ça, et pour moi, la question ne se pose pas.
partout à la surface du globe, les Africains et leurs descendants. Quand je veux dire les Africains, je parle des Africains, des Afro-descendants et des gens qu'on appelle vulgairement les Noirs. Quelle que soit leur nuance du peau, des plus clairs aux plus foncés, jusqu'à voilà. Mais la perception de ce que nous sommes est à l'image de notre rapport avec le reste du monde sur ces 400 dernières années, après l'esclavage, la colonisation et les systèmes qui sont mis en place aujourd'hui en Afrique, dans les Antilles et dans tous les espaces où on a été déportés. Donc moi, par contre, mon point de vue par rapport à ça, c'est plutôt de décider de ne pas s'arrêter sur la perception que les autres ont de nous, mais de travailler à construire et à diffuser l'image de nous-mêmes, le discours de nous-mêmes, sur nous-mêmes, que l'on veut proposer à nous-mêmes. Donc de se battre pour produire un discours, pour construire une image qui s'adresse à nous-mêmes. Quelqu'un peut penser ce qu'il veut de moi, plutôt que de prendre du temps à essayer d'être accepté par les autres, être aimé par les autres, être validé par les autres. Je pense qu'il est impérieux pour les Africains au sens large, encore une fois, d'être souverains sur tous les plans, et notamment sur le plan de l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes. Voilà. Très bien, merci pour les communicants. Je vais te poser tout de suite une question de ceux qui nous suivent un petit peu. Par exemple, j'ai une question de Edgar Ndouendoum, je la lis telle qu'elle est écrite. Est-ce que taire ou faire taire le noir et son histoire ne serait pas un moyen pour certains de ne pas reconnaître certains méfaits? La question qui est posée, et comme tu avais la parole, je te la donne. Ensuite, si Priscilla veut bien rebondir là-dessus également. Je vais laisser Priscilla emboîter le pas. Mais voilà, la réponse, une partie de la réponse est dans la question. Oui, c'est un moyen de ne pas reconnaître certains méfaits, mais je pense que ça va plus loin. L'histoire nous permet, c'est comme l'expérience d'une personne, c'est notre expérience qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, qui nous enseigne les erreurs à ne plus commettre, enfin qui va dicter notre manière de faire ce qu'on va faire demain. Taire l'histoire d'un peuple, c'est lui enlever tous ses acquis. C'est encore une fois créer chez lui un défaut dans la perception qu'il a de lui-même. Ça va plus loin que le simple fait de ne pas reconnaître qu'on nous a fait ci ou qu'on nous a fait ça. Ça, encore une fois, on le vit encore aujourd'hui. Mais c'est surtout un crime terrible dans notre capacité à nous, Africains, de nous estimer à notre juste valeur. Et c'est en ce sens que c'est très, très grave de taire ou de faire taire l'histoire des Noirs. Et c'est pour ça que c'est à nous de nous raconter nous-mêmes notre propre histoire. Voilà. Et c'est justement, pour rebondir sur ce que tu dis lors des communes, donc c'est justement aussi, entre autres, le rôle des artistes et des personnalités publiques que vous êtes, qui avez des voix qui portent et qui peuvent vraiment faire changer le mindset des uns et des autres. Priscilla, peut-être sur la même question? Oui, je suis d'accord avec le fait que ça participe effectivement à ce qu'on puisse pas, je pense, transmettre surtout. J'entends des fois ici en France certains dire que il faut oublier le passé, il faut laisser le passé derrière, il faut pas ressasser le passé. Et effectivement, c'est un non-sens parce que de toute façon, effectivement, on se construit personnellement avec ce qui fait notre histoire, que ce soit à l'échelle très proche au niveau des générations de ce que nos parents et grands-parents ont vécu, et puis ensuite dans l'histoire globale dans laquelle on s'inscrit. On ne peut pas nier ce qui s'est passé, quelle que soit notre origine, quel que soit notre parcours de vie. On sait bien que c'est nécessaire à la construction de chacun. Ensuite, à côté de ça, on a un devoir, quel qu'il soit, de transmission aux générations futures, que ce soit sur des faits, positifs ou sur des méfaits. Il y a, je pense, une importance à prendre l'histoire dans sa globalité et surtout de savoir pourquoi quelque chose est enseigné ou pourquoi quelque chose n'est pas enseigné. En l'occurrence, c'est difficile pour une personne afrodescendante qui habite en France de pouvoir se construire lorsque, durant tout son cursus scolaire, elle n'a presque aucun fait de l'histoire enseigné, en fait. On doit tenir compte quand on grandit dans un pays, qu'on est grandi en Suède ou en Australie ou ailleurs, on doit tenir compte des différents profils qui font partie d'une population
pour faire qu'ensuite les différents cursus et les différents je sais pas, ouvrages d'apprentissage tiennent compte de toute cette diversité et enseignent tout ce qui permet à cette diversité de se reconnaître et de se construire et de faire de son identité ce qu'elle est pour se construire personnellement. Et c'est pas forcément le cas partout, et ce n'est pas le cas en France. Donc forcément que les débats vont toujours revenir et les débats vont toujours seront toujours douloureux et que ce sera compliqué, mais effectivement, il y a peut-être la question de savoir pourquoi c'est pas enseigné, ça pose une bonne question. Quel est l'intérêt derrière de ne pas enseigner correctement les choses? Ça, je pose aussi la question. Et je reviens sur une question qui est posée également par de nos internautes à toi, Priscilla. Quelle a été ta position personnelle lorsqu'il y a eu des profanations de statues historiques françaises par des Noirs dans les Caraïbes? Ma position, c'est que on manque d'outils démocratiques et de leviers en tant que citoyen, simple citoyen ou citoyen militant, pour pouvoir interpeller les pouvoirs publics. Et c'est là où souvent on se plaint souvent des violences qui peuvent avoir lieu lorsque ce sont des choses qui sont brûlées, lorsque ce sont des vitrines qui sont cassées, ou lorsque, en l'occurrence, on considère que déboulonner une statue, on considère que c'est une atteinte à un bien public. Mais on creuse jamais le pourquoi. On va rester sur le sensationnel et sur la violence du fait. On va pas chercher, on va pas creuser pourquoi telle personne agit de telle manière. Une personne ne se réveille pas le matin en se disant je vais aller déboulonner une statue. Elle n'a aucun intérêt à faire ça parce que ça peut lui causer des problèmes, ça peut la suivre sur son parcours de vie, ça peut empêcher de trouver du travail. Enfin, ça peut, voilà, il y a des conséquences à ce que les gens font. Et quand ils le font, il faut chercher à savoir pourquoi les gens font ce qu'ils font. Est-ce que depuis des années, les structures militantes sont écoutées lorsqu'elles disent la signalétique rappelle des moments sombres de l'histoire? Certains vont vous dire oui, mais la signalétique, elle est là pour rappeler l'histoire et qu'on n'a pas à, on doit dépasser ça. Sauf que quand on remet les choses dans leur contexte, en général, quand on dresse une statue, on l'adresse pas pour faire du mal aux gens, on l'adresse parce qu'on est fier de ce qu'elle représente. Donc, quand on a devant l'Assemblée nationale Colbert qui a créé le code, qui a commencé à créer le code noir, quand ça a été mis là devant l'Assemblée nationale, c'était par fierté. Donc, le laisser là encore en 2021, c'est dire qu'on est toujours fier de ça. Quand on veut raconter une histoire dans ses méfaits, il y a des musées qui sont là pour ça. Et si jamais on a l'intention de les laisser quand même sur la place publique, on a une signalétique qui accompagne la statue pour expliquer que cette personne a fait quelque chose de mal. Mais ça reste quand même bizarre de la laisser trôner comme ça devant une institution. Mais quand même, il y a l'explication qui ira avec par une plaque. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas en France. On a les statues, les métros qui portent des noms aussi qui posent problème. Enfin, tout ça, pourquoi dans un pays qui se dit non raciste, qui se dit voulant aller de l'avant, qui se dit honorer la mémoire, quoi que ce soit, ne souhaite pas enseigner ça dans l'école, ne souhaite pas mettre ses signalétiques, etc. Donc, on peut questionner le déboulonnage pour l'acte simple, mais quand on creuse, on est censé pouvoir comprendre pourquoi les gens font ça. Donc, c'est plutôt un appel à... Moi, je l'interprète comme une interpellation des pouvoirs publics par des moyens qui sont les seuls moyens que les gens ont à leur disposition parfois pour les interpeller, parce qu'ils sont inaccessibles. Les décideurs publics sont inaccessibles. D'accord, merci beaucoup. Une question pour toi, Design, qui est posée par Arnaud Goy sur la page de VP2V. Je rappelle à tous les pour poser vos questions, à like et à partager le live aussi pour qu'un plus grand nombre de personnes participent. Arnaud Goy demande, certains, je pense à parler de Nicolas Sarkozy, certains ont dit que l'homme africain n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Qu'en penses-tu? Alors moi, je pense que c'est déjà pas vrai. C'est simplement pas vrai. Et l'homme africain, c'est l'histoire. L'homme africain, il n'a pas besoin de rentrer dans l'histoire puisque c'est lui déjà l'histoire. Hein, sachant que scientifiquement, d'après, c'est même pas que des Africains qui le disent dans nos mythes et légendes, mais on sait tous que l'humanité est née en Afrique. Donc, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à remettre en cause parce que c'est clair, hein, on n'a plus besoin de l'expliquer. Donc, lorsque un président de la République, donc, qui plus est République française, avec tout ce que l'Afrique a pu apporter à la France au fil de toutes ces années, au fil de tous les liens sains ou malsains que la France a pu entretenir avec l'Afrique, qu'un président de la République vienne dire, surtout dans un lieu
assez symbolique. Je crois que ça fait référence à son discours de Dakar. Et c'est inadmissible, quoi. C'est franchement, pour répondre à l'internaute, donc au frère qui posait la question, c'est pas vrai parce que l'Afrique, c'est l'histoire. L'Afrique a conçu, en tout cas, les grands empires. L'Afrique a fourni à l'Occident la main-d'œuvre, si on peut le dire ainsi, de force pour se construire. Et donc, on ne peut pas dire que l'Afrique n'est pas assez rentrée dans l'histoire parce que l'Afrique a assez fait l'histoire comme ça même, à mon sens. Effectivement, pour aller dans ton sens, il y a même d'ailleurs certaines grandes découvertes qui émanent de l'Afrique. Pour aller dans le même sens, il y a Maurice Toutoum Endam qui parle de religion. Je ne vais pas forcément dire sa question comme il l'a posée, mais en fait, il essaie de demander comment vous, en tant qu'artiste qui défendez un petit peu la cause noire, en guillemets, comment vous vous positionnez par rapport aux religions dites extérieures au continent? Est-ce que revendiquer son identité en guillemets africaine doit se faire en opposition par exemple, le fait d'être chrétien ou musulman, etc. Pour Recomindo. Oh, on t'entend pas. Non, on t'entend pas. Le micro est coupé. Super. Super. La question a disparu. Mais je crois, OK, pourquoi les acteurs de culture africaine associent toujours les religions extérieures pour pouvoir expliquer les mystères ou enseigner leur culture? Non, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Et puis les gens font avec les moyens qu'ils ont. Le meilleur chanteur n'est pas le plus grand historien, n'est pas le plus grand. Les gens n'ont pas tout en même temps, malheureusement, et on est obligé de prendre ce que chacun peut apporter. Alors attendez, associe toujours les religions extérieures pour pouvoir Non, je fais moi partie de personnes qui militent depuis mon premier texte jusqu'au dernier pour un retour des Africains vers les valeurs africaines guillemets, c'est ce que j'ai dit au début, vers nos valeurs, nos langues, nos cultures, notre histoire, notre vision du monde. Et c'est le point de vue que je garderai jusqu'à la fin de l'émission, même quand j'en profite pour revenir à la question à laquelle Design a répondu, en reprenant l'épisode du discours de Dakar où Nicolas Sarkozy, président de la France à l'époque, a déclaré que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire. Bon, déjà, c'est faux. Ça témoigne soit d'une ignorance profonde de l'histoire africaine et de l'histoire tout court, venant d'un président français. France qui a un pays qui a un rapport étroit avec l'Afrique, soit c'est une forme de mauvaise foi. Mais au-delà de ça, et c'est le lien avec la question, je pense qu'on doit de moins en moins avoir pour référence ce que tel ou tel ou tel ou tel ou tel a dit de nous. Lorsque Nicolas Sarkozy dit ce qu'il a dit, il est peut-être juste pas assez informé, ou peut-être un peu bête, ou peut-être un peu... On peut trouver toutes les raisons pour qu'il dise des bêtises comme ça, mais il faut à un moment donné qu'on n'en soit plus à se soucier tant que toi de ce que les autres disent de nous. Le plus important, c'est ce que nous-mêmes, on a à dire de nous-mêmes. Pareil, lorsqu'on va parler de religion extérieure pour pouvoir expliquer les mystères ou enseigner nos cultures, il faut qu'on retourne à des valeurs endogènes dans la mesure du possible, parce que notre culture nous donne une vision du monde, du passé, du présent, du futur, des espoirs, de l'avenir. On sait comment parler, comment manger. Chaque peuple, à l'intérieur de sa culture, est armé pour ce qu'il doit affronter. Donc, je fais partie de ceux qui militent pour un retour ou une exaltation de nos valeurs à nous-mêmes. Voilà. Et d'ailleurs, tu l'illustres assez bien dans ton art, puisque tu fais quand même la promotion de la sitar, qui est un instrument typiquement de chez nous, et c'est assez rare quand même au niveau des artistes de promouvoir ce genre d'instruments musicaux. J'ai une autre question de Arnaud de Céloubois. Toi, du coup, Priscilla, quel peut être le rôle de la diaspora et la quête du respect de l'égalité des races? Désolée, j'arrivais pas. J'ai un souci.
Pardon. Alors oui, quel peut être le rôle de la diaspora et des Antilles dans la quête du respect et de l'égalité des races? C'est difficile parce qu'on est avec les Antilles et même la diaspora en général de toute la Caraïbe, et puis ensuite on a le continent, et ensuite on a les pays européens, dont la France, avec la diaspora qui est présente. C'est très compliqué parce que on a cette forte, il y a une forte tendance en ce moment dans les départements d'outre-mer qui tend vers la quête d'autonomie, donc se détacher de l'Hexagone et même de l'Europe, et se considère comme les territoires ultra-périphériques de l'Europe, plus que comme un département français parfois, et à juste titre, parce qu'il y a un délaissement total des départements d'outre-mer. Enfin, les départements d'outre-mer font de la France la deuxième puissance mondiale, je crois, maritime, et beaucoup de richesses apportées, mais en même temps beaucoup de délaissement et puis beaucoup de mépris aussi. Donc, on a par cette frustration, je pense, des connexions qui se font dans la douleur entre les militants de la diaspora sur l'Hexagone, les militants de la diaspora, enfin les militants les afrodescendants qui habitent aux Antilles, et je l'espère encore plus avec le continent. Et ce type de connexion dans la douleur de ce qu'a fait l'histoire, dans la douleur de ce que le quotidien est, du mépris qui existe encore aujourd'hui, fait que pour moi, c'est une quête pour l'égalité. C'est une quête pour l'autodétermination, une quête pour l'autonomie, une quête pour l'égalité, un rejet complet de l'oppression par des institutions qui héritent de pratiques coloniales, et c'est encore plus vrai dans les Outre-mer en tout cas. Mais c'est compliqué parce qu'on ne facilite pas les choses, surtout je pense dans les mouvements militants, on ne facilite pas les choses. C'est vrai que tout à l'heure, j'entendais, oui, faut pas relever ce que disent certains comme Sarkozy, et je suis d'accord que c'est leur donner du crédit que de leur accorder comme ça de l'importance par rapport à leurs paroles, mais ils ont une telle puissance de frappe et de communication qui peut venir détruire un discours que des militants ont mis du temps à bâtir pour ensuite transmettre aux générations futures. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On a plus une guerre des fois de communication qui fatigue psychologiquement les structures militantes qui ont mis des années à construire des plaidoyers pour faire avancer les choses et pour aller vers cette quête de respect et d'égalité. Et il suffit justement d'un quelqu'un comme Sarkozy, ou de quelqu'un qui est puissant, qui est très entendu, qui a un réseau d'influence et qui a une entrée dans les foyers par les médias mainstream en plus, qui font qu'ils sont tout de suite entendus, et c'est démultiplié, le message est démultiplié. Donc c'est vrai que c'est difficile. Mais je pense que les connexions se font, mais que ça demandera du temps, mais que c'est en tout cas le message commun, je pense qu'il est pour l'égalité. Après, l'égalité des races, je suis pas sûr que ce soit pour l'égalité des races, là où il y a déjà une quête de respect pour soi-même déjà, qui est déjà réclamée fortement, quoi. Tout à fait. Alors, avant de prendre une question de Cyril, je vais continuer dans ce que tu viens de dire. Est-ce que les Antillais se sentent vraiment africains? Parce qu'on a parfois, quand on se balade dans les rues de Paris, moi je suis antillais, vous les Africains, etc. Aujourd'hui, toi qui es antillais, est-ce qu'il connaît mieux les réalités antillaises que nous? Est-ce qu'on a aux Antilles ce sentiment d'appartenance vraiment à l'Afrique, où il y a cette déconnexion? Quel est le lien en fait, qui existe aujourd'hui entre les Antillais et l'Afrique? Moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a des deux, et il y a un élan dans les mouvements, en tout cas sociaux, dans les discours qu'on peut entendre, on sent ce besoin de reconnexion, qui pour moi se propage même en hexagone, mais il y a encore beaucoup de travail parce que justement tout a été déconstruit. Il y a aucun, c'est assez triste parce qu'il y a aucun. Je reviens toujours à l'enseignement parce que c'est là où ça fait le plus de mal en fait. C'est-à-dire que quand on est antillais ou africain et qu'on grandit en hexagone, vous grandissez, on vous dit juste vous êtes français, on se fiche de votre couleur de peau, de votre culture et de ce que vous êtes au fond en réalité. On vous détache du continent en fait. Il y a rien qui c'est soi-même. Il faut aller chercher soi-même les informations. Il faut aller soi-même se cultiver. Il faut aller soi-même à la rencontre des anciens. Il y a beaucoup de travail personnel. Mais quand on est accaparé par des problèmes d'inégalité sociale et principalement de problèmes de pouvoir d'achat, ce sont des choses qui sont laissées de côté. Et on s'oublie soi-même. On s'oublie et
certains faits qui viennent vous rappeler d'où vous venez, et c'est important. Mais je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau de l'éducation parce qu'on entend des deux, on entend ce besoin de reconnexion et on entend aussi un détachement. Un détachement peut-être dû aussi à la frustration de ce à quoi ça renvoie. Peut-être aussi, mais c'est à creuser. Effectivement. Peut-être, je ne sais pas si tu peux réagir là-dessus. En tout cas, on a une question de Cyrielle Esmen, épouse Goï, qui a adressé à Design et Comindon. Les meilleurs promoteurs de la culture africaine semblent être des centres culturels français sur le continent. Est-ce raisonnable? Design. Design, tu dis quelque chose? Déjà, c'est un peu dit comme une affirmation, alors que ce n'est pas forcément une. Mais les meilleurs promoteurs, c'est ce qui... En fait, reprends-moi un peu la question. Les meilleurs promoteurs de la culture africaine semblent être les centres culturels français sur le continent. Est-ce que c'est raisonnable? Semble, mais en fait, moi, je pense que déjà, les centres culturels français viennent pour une mission. Ils sont là pour servir leur politique. Donc, c'est la francophonie, c'est véhiculer, c'est essayer d'élargir un peu la diffusion de ce terme qui est la langue, en fait. Donc, lorsque le système des pays africains ne donne pas, sinon ne fait pas que la culture de ces pays-là soit au bon niveau en mettant en place donc des structures qui peuvent accueillir tous ces événements culturels du pays et que on substitue ça aux instituts français avec le consentement des autorités. C'est que c'est fait à dessein simplement, mais ça ne signifie pas que les centres culturels sont les meilleurs promoteurs. Quand on va dans les pays, pour ne prendre que le cas du Gabon, il y a plein d'événements culturels qui se déroulent en dehors des centres culturels français qui sont désormais des instituts français, je crois. Et on n'en parle pas parce que les médias n'en parlent pas, parce que la communication ne suit pas, mais ça ne signifie pas que... après, c'est une question simplement de mise en lumière, c'est le jeu de la communication simplement qui fait que les gens peuvent croire que les instituts français sont les meilleurs promoteurs, mais les meilleurs promoteurs, ça reste même les populations, ça reste même les Africains. Et comme ici, tu veux peut-être poursuivre. Oui, je peux ajouter la même chose. Les centres culturels français ou instituts français, comme ils s'appellent aujourd'hui, ce sont des instituts, des organismes, je pense que c'est étatique. Ils ont donc une mission qui répond à une politique française. Dire que ce sont les meilleurs promoteurs, que donc un organisme de l'État français va être le meilleur promoteur de la culture africaine, ça me met mal à l'aise parce que la France, historiquement parlant, et sans ressentiment, je dis, fait partie de ceux qui ont œuvré de façon efficace pour détruire les éléments de culture africaine qu'on a, qui sont les nôtres, pardon, et ça encore une fois, sur 500 ans. Le cheminement, le rapport de la France, on parle de France, et de l'Afrique sur la durée, non, c'est aussi l'histoire des tentatives de meurtre sur une culture, comme je dis dans une de mes chansons. Non. Dire que qu'on a pu faire des concerts là-bas, qu'il peut y avoir des films qui sont projetés de temps en temps, oui, bien sûr. Mais la mission de fond, la politique qui veut qu'il y ait une implantation de centres culturels français, comme il y a d'ailleurs des implantations de bases militaires françaises, j'ai presque envie de dire que pour nous, ça participe à la même logique. C'est un peu comme dire que les bases militaires françaises qui sont au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, etc., sont là pour protéger les populations, alors qu'on connaît tous les bavures qui sont commises par ces gens-là. Des meilleurs défenseurs, des meilleurs défenseurs en termes de sécurité. Donc, ils ont des intérêts, c'est même normal, ils ont des intérêts franco-français en terre africaine, et je pense qu'ils ne font même pas semblant ça s'appelle bien centre culturel français, c'est pas... Effectivement,
de continuer un petit peu dans la même veine. On voit, en fait, on a vu qu'en Afrique, il y avait de plus en plus de revendications pour le retour des œuvres d'art africaines sur le continent. Vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu même des actes de vandalisme, pour ne pas citer le musée en France. Est-ce que vous pensez que ces œuvres d'art-là qui sont aujourd'hui en France, détenues en France, conservées en France, doivent repartir sur le continent? Si oui, dans quel cadre? Comment vont-elles être conservées? Est-ce qu'on a la capacité de les conserver en Afrique? Comment vous positionnez en tant qu'artiste sur cette question-là? Bon, vas-y d'abord. Oui. Bon, tu as parlé d'actes tu as parlé de vandalisation. Pour les cas que je connais un peu, comme celui de Moiseloux, est-ce qu'on va parler de vandalisation? Pour reprendre ses propres termes, ça veut dire que lorsque on récupère ce qu'on nous a volé, est-ce qu'on doit, comme il dit lui-même, est-ce qu'on va juger je vais récupérer ce qu'on m'a volé et puis on me traite de vandale ou de voleur? Bon, ce sont des mauvais jeux de mots de la politique d'aujourd'hui. Ensuite, poser la question de savoir si le Gabon ou le Bénin auront la capacité de conserver les œuvres d'art produites par leur propre population, leurs propres ancêtres. On ne doit même pas poser la question. Ce qui est le fruit de ce qui appartient ce qui nous appartient même, enfin ce qui relève de notre propriété intellectuelle, on ne doit pas nous demander si on est capable on ne doit pas se demander si on est capable de le conserver ou pas. C'est une forme d'infantilisation des Africains et de leur culture, en se demandant est-ce qu'ils sont même capables de se gérer eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont capables? On en revient à une manière de dépendre des autres et de dépendre de ce que les autres pensent de nous. Que les œuvres retournent où elles doivent retourner, au pire des cas, qu'elles soient maltraitées là-bas s'il le faut. Moi, personnellement, je préférerais ça. Que c'est des cas de malversation, de vol, de recel, de pillage, de rapine, pas tant. Si on prend, les chiffres vont être faux, mais si on prend 1000 œuvres venant d'Afrique qui sont dans les musées, je pense que 80% d'entre elles se sont retrouvées là par des moyens qui ne sont pas, dont les musées ne peuvent pas être fiers aujourd'hui. Voilà, c'est juste qu'ils ont la loi et la force de leur côté. Et pour reprendre ce que Priscilla disait en parlant du déboulonnage des statues, c'est ce qui s'est passé lorsque des garçons courageux arrivent à aller dans un musée en disant bon, on va déboulonner telle ou telle statue pour la ramener à la maison. Le but, c'est de lancer un message fort qui permet de faire en sorte qu'on en parle aujourd'hui et qu'on puisse se dire mais il n'a pas tellement tort que ça, en disant que voilà un Congolais qui reconnaît une statue congolaise avec laquelle on gagne de l'argent dans un musée français depuis 100 ans, alors qu'elle s'est retrouvée là dans des conditions douloureuses pour nous. Voilà. Design ou Priscilla sur la même question? Oui. Alors, en fait, je voulais un peu compléter. Donc, on revient toujours, vous voyez, sur cette attitude un peu, je vais dire, paternaliste qui consiste à donner aux autres une façon de faire qui n'est pas forcément la leur. Donc, on va revenir aussi sur la notion donc, de se redéfinir en tant que soi. Est-ce que nous, lorsqu'on fait face à ces œuvres-là, on les considère déjà comme des œuvres d'art? Parce que là, on parle de retour d'œuvres d'art, mais tout part déjà de là, de la définition, de la dénomination. Est-ce que ces œuvres, lorsqu'elles ont été déportées, en fait, elles ont été déportées en même temps que les hommes, hein, que les êtres humains, donc lorsqu'elles se retrouvent dans ces collections privées qui ensuite font don, parce que c'était des collectionneurs comme ça qui en avaient plein chez eux et qui ont fait don au musée finalement. Cette redéfinition du musée, comment elle est prise dans un contexte culturel africain? Est-ce que nous, lorsqu'on fait face par exemple à une statuette ou un masque Ngil chez les Ekans, est-ce qu'on considère ça comme étant une œuvre d'art à exposer dans une vitre ou quelque chose? Donc c'est aussi tout ça. Et lorsqu'on dit c'est pas nous, lorsque je dis on, lorsqu'ils disent que est-ce que ces peuples-là sont capables de gérer ou bien d'entretenir ça, ils n'ont pas les musées, mais l'Africain ne doit même pas, la question ne doit pas se poser, comme disait Komi, parce que ce sont des œuvres d'art, ce sont des œuvres qui possèdent, en tout cas qui ont des définitions, qui ont des
des fonctionnalités, qui ont des fonctions. Voilà, il faut redéfinir donc les fonctions de ces œuvres et les remettre dans leur contexte simplement, parce que beaucoup de cultures justement se basent sur ces œuvres, sur ces objets ou ces œuvres-là pour construire leur société, pour harmoniser et pour se définir, pour avancer justement dans leur développement, dans leur vie. Donc, il faudrait absolument que ces œuvres-là reviennent, parce que les peuples africains, certains peuples en ont besoin pour se reconstruire, pour acquérir une nouvelle façon, ou reprendre en tout cas la façon de voir qu'ils avaient avant que ça ne leur soit enlevé et retiré, kidnappé. J'ai envie de rajouter, si on entend, j'ai envie de rajouter de l'eau au moulin de design. En prenant un exemple de chez nous, on a comme des reliquaires. C'est-à-dire, en gros, tu vas avoir un bout d'ossement, de crâne, ou etc., qui va être enfermé dans une sorte de sarcophage portable. Ce qu'on appelle des reliquaires. Est-ce qu'on m'entend? Moi, je t'entends, oui. On t'entend. Ok, je peux poursuivre? Oui, bien sûr. Voilà. Lorsque je prends l'exemple d'un reliquaire franc, un reliquaire écran qui va se retrouver au Quai Branly, par exemple, ça veut concrètement dire que on a, par exemple, un reste d'ossement de l'ancêtre de mon cousin, par exemple, qui est exposé dans un musée et pour lequel on va poser la question de savoir est-ce que est-ce que ça doit être restitué à la famille, est-ce que ça doit être restitué au pays, et est-ce que ils seront capables de s'en occuper. Par définition, oui, ils en sont capables. C'est eux qui ont ces pratiques-là. Enfin, c'est nous qui avons ces pratiques-là, c'est nous qui connaissons le sens de ces pratiques-là, et c'est nous qui en avons besoin. C'est pour ça que ce que design dit est intéressant dans la mesure où ce sont peut-être des œuvres d'art en France, parce qu'on a trouvé jolie la façon dont, par exemple, les Bakota vont tailler leur statue. C'est pas une statue, ça peut être un reliquaire. La question, c'est de savoir, en fait, qu'est-ce que c'est pour vous, et qu'est-ce que c'est pour nous. Et au final, de comprendre qu'est-ce que ça représente, je reste sur les reliquaires, le fait qu'un reliquaire Bakota se retrouve dans un musée, ça pose la question de savoir comment ils ont fait l'acquisition de ça. Aucune personne saine d'esprit chez nous ne peut vendre le crâne de son ancêtre pour que ce soit exposé quelque part. C'est pour ça que je parle de razzia, de rapine, de vol et de recel. Il n'y a pas que ça, mais il y a des chiffres à ce sujet. Il faudrait peut-être qu'on mette des liens où on va te dire que plus de 80%, et je suis gentil, des objets concernant l'Afrique et l'Océanie, etc., qui se trouvent dans ces endroits, se sont retrouvés là par des moyens dont les musées ne peuvent pas être fiers. Merci beaucoup. Pour continuer un petit peu dans cette même veine, on se rend quand même compte, avant de parler de l'impact de la culture dans le développement du continent, on se rend quand même compte de la façon dont les artistes sont traités dans nos propres pays. On se rend quand même compte de la précarité dans laquelle ils sont plongés. Et on se rend compte de la place de l'art même dans la structure même du développement de notre pays ou la structure sociale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, vous, en tant qu'artiste, est-ce que vous avez l'impression que l'art est mis à sa juste place, ou alors c'est une sorte de parent pauvre de nos politiques de développement? Peut-être commencer par Priscilla, qui a pris la parole depuis un petit moment. Excuse-moi, parce que ça coupait, ça a haché beaucoup, là, j'ai pas suivi. En fait, je parlais de la place même de la culture, non pas en France, mais dans nos propres pays, aux Antilles, au Gabon, en Côte d'Ivoire, etc. On a l'impression que la culture est un petit peu le parent pauvre de nos politiques de développement. Bon, on a l'impression que la culture, ça ne rapporte rien. Et puis, les artistes un petit peu se débrouillent comme ça. On n'a jamais pu vraiment régler cette question du statut des artistes, etc. On a vraiment l'impression qu'ils tirent le gars par la queue, que la culture, finalement, pour eux, ça ne représente rien. Quel est ton regard là-dessus? La culture ne représente rien pour les artistes? Non, pour les gouvernants. Quand on regarde, par exemple, les sommes qui sont investies, on va investir beaucoup d'argent, je ne sais pas moi, pour le sport, même si on peut se relier à la culture, pour le sport, mais pour les artistes au quotidien, par exemple les sculpteurs ou les chanteurs, etc., on se rend compte qu'ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, et même les différentes politiques de développement sont faites sans cet aspect qui me semble important de nos cultures de développement. Oui, pardon,
Excuse-moi, j'ai du mal à raccrocher les mots. Oui, oui, je pense que c'est négligé et à tort, mais bon, les artistes dans tout type, je pense, de tout type d'art, que ce soit cinéma, musique, peinture et autres types, ce sont des canaux de transmission de messages qui peuvent être forts. Et d'ailleurs, on voit quelquefois des réticences dans le monde de la musique ou autres pour s'exprimer ouvertement sur certains sujets, mais qui vont plutôt que de le faire via des communiqués de presse ou plutôt que de le faire comme ça ouvertement à la télé ou autre, vont s'exprimer à travers leur musique, leur peinture, etc. Et c'est effectivement, je pense, une catégorie, en tout cas, de professionnels qui est peut-être oubliée, peut-être, négligée, je sais pas si je peux dire négligée, mais peut-être oubliée ou alors sous-estimée dans la puissance de ce qu'ils peuvent transmettre. Et on a peut-être des mouvements aussi sociaux qui sont nés de personnes qui ont fait de la musique et qui ont transmis des messages et qui ont levé des populations comme ça parce qu'elles transmettaient quelque chose. C'est puissant la connexion qu'il y a avec la musique et l'art en général. Et c'est peut-être un des canaux qui est peut-être sous-estimé. Peut-être, j'ai même envie de dire pourquoi pas, parce que si on prend conscience de la puissance de transmission de messages par ces canaux-là, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu, je prends un exemple rapide sur le Brésil et une des lois qui était passée à un moment donné pour qu'il y ait une obligation de contribution à la mise en place de documentaires pour dénoncer un certain nombre de faits. Donc, certains artistes et certains documentalistes, certains réalisateurs se sont saisis de ces subventions pour pouvoir transmettre des messages sur ce que vivait la population noire au Brésil. Quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, on a coupé les subventions. Et là, on se pose la question de supprimer cette loi. C'est dire, quand on voit la puissance des gens qui sont dans l'art, parce qu'ils touchent un large public très rapidement, c'est viral. Quand on va au cinéma, quand on écoute de la musique, quand on va au musée, etc., c'est une force de frappe très forte. Et quand ils se rendent compte de la puissance de ça, ils bloquent les canaux. Donc je me dis, voilà, il y a peut-être, c'est peut-être un des profils les plus libres dans le militantisme, j'ai envie de dire. C'est ma perception en tout cas. D'accord. Pour réagir à ça et ajouter de l'eau au moulin de Priscilla cette fois-ci, le pouvoir de... Je ne vais pas parler tellement seulement de musique ou d'art, mais en fait, c'est la créativité, le génie, et la créativité africaine. Encore une fois, africain, c'est un mot très large, là où les gens pourront dire noir, par exemple. Il s'agit de quelque chose de très, très puissant. Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais regardez, je sais pas, Bob Marley, par exemple, qui est juste à la base un chanteur de Jamaïque. La plupart des gens que je connaissent la Jamaïque, c'est par rapport à Bob Marley. On ne connaît pas forcément les hommes politiques, etc. Et c'est comme si en Jamaïque, il n'y a rien d'autre que des rastas, du reggae et de l'herbe, qui les trois d'ailleurs peuvent être associés à Bob Marley. C'est un chanteur, si tu veux, qui porte les couleurs. C'était même pas forcément son objectif, mais qui ajoute une petite île du monde sur la carte. C'est montrer c'est un exemple simple, mais c'est montrer la puissance du truc. Regardez, je vais prendre l'exemple des États-Unis, où on a nos cousins, nos frères, qui sont des descendants, on va dire, d'esclaves, etc., qui vivent, qui ont vécu, qui continuent à vivre, comme nous, des choses terribles, mais qui ont apporté de manière non négligeable à la culture à ce qu'on considère comme étant la culture des USA aujourd'hui, dans le rayonnement des USA aujourd'hui. Je vais prendre juste l'exemple du hip-hop, puisque c'est notre terrain. Voilà, une musique qui vient des quartiers les plus défavorisés, où il y a le suicide, la violence et la dépression, mais qui a colonisé le monde entier. C'est juste de la musique, on pourrait dire, c'est juste de l'art, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a le monde entier essaie de ressembler à ces gens-là, même les enfants de ceux qui les oppriment. Donc, il y a il y a des enjeux très, très puissants derrière la culture, l'art, la créativité et le génie africain. Dans une de mes chansons qui s'appelle Nous, on dit en quelque sorte que dans les ressources qu'on a, en Afrique, il n'y a pas que le pétrole, l'or, etc., qui sont pillés. Il y a aussi tout ce génie, toute cette créativité
encore, qui sont réellement des ressources très, très puissantes qu'il faut qu'on apprenne à utiliser et à exploiter à leur juste valeur avec le respect que méritent ceux qui en sont les porteurs, les artistes. Tout à fait. Alors, justement, pour parler de l'impact, comment concrètement aujourd'hui on peut envisager le développement de l'Afrique à travers la culture? En fait, comment faire participer davantage la culture au développement de l'Afrique, mais de manière concrète, parce que ça a l'air un peu abstrait, mais quand on regarde par exemple l'influence des États-Unis aujourd'hui, on a la Chine avec les instituts Confucius qui essaient de faire rayonner, de faire avancer son influence culturelle. Comment l'Afrique peut en fait tirer parti de cela? D'autant qu'on observe quand même à travers le monde, on voit au Japon, comment les gens font des challenges sur les rythmes africains, etc. Comment l'Afrique peut en fait asseoir son développement sur sa base culturelle, en fait, design? Je dirais simplement que pour un artiste comme moi, et c'est le slogan même de mon association, Slam Action, en fait, c'est juste de placer l'art, pour moi, en tant qu'artiste, de placer l'art au service de l'éducation. C'est-à-dire que se servir de son talent, servir de ce qu'on a de bon, ce qu'on a de meilleur, parce qu'on l'a vu, à quel point l'art peut déjà toucher plusieurs sensibilités et surtout fédérer, peut aussi susciter beaucoup d'émulation autour que ce soit d'un art le hip-hop ou autre chose, ou le slam, comme ce que moi je fais. C'est de se servir justement de ces clés-là, de ce canal pour éduquer. Et la base, c'est l'éducation, parce que c'est l'éducation qui forge, c'est l'éducation qui permet de poser les bases, de poser un socle solide et de connecter en tout cas les groupes de personnes vers un idéal commun. Et c'est l'éducation simplement la base. Donc, mêler à cette éducation quelque chose de ludique, quelque chose qui soit à la portée de tout le monde, que ce soit des plus petits, des plus vieux, leur donner une façon de voir la vie par rapport à notre environnement, par rapport à nos réalités. C'est la clé. Donc, moi, en tant qu'artiste, je n'ai que ce message-là pour dire que se servir de ce qu'on a comme talent pour pouvoir éduquer, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir donner de la force et surtout insuffler une direction qui soit noble, qui soit propre à nous-mêmes, et comment on s'identifie, comment on se définit, comment on envisage l'avenir par rapport à nos choses, par rapport à nous-mêmes. Donc, moi, c'est ce que je peux dire simplement. Donc, l'art, mettre l'art au service de l'éducation et pour bâtir une société. Voilà. Merci beaucoup. Tu parles d'éducation, ça me permet de prendre une question de Arnaud de Célibois. On arrive quasiment au terme de notre live, hein, parce que bon, c'est vrai que ça c'est intéressant, mais je n'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Arnaud de Célibois pose la question suivante à tous les trois. On parle beaucoup de l'éducation, de la formation à nos valeurs à l'école. Comment cela doit-il se faire? Quel système éducatif? Que doit-on enseigner? Comment et en quelle langue? La question est un peu longue. Faites économie. Ouais. Vous me jetez dans la fosse au lion. On parle beaucoup d'éducation, que l'éducation est la base, etc. D'ailleurs, comme le dit justement design, mais on nous enseigne les Gaulois, etc. Nos manuels n'ont pas été revus depuis. On nous enseigne rien sur les royaumes africains, etc. Vous, en tant qu'artiste, je suppose que ce sont des choses que vous souhaitez mettre en œuvre, mais comment concrètement je reviens un peu pour répondre aux deux questions en même temps. La précédente, c'est à laquelle Design a répondu. De façon concrète, ce qui est considéré comme étant artistique, donc tous les lieux d'expression de la culture africaine, sont traditionnellement des vecteurs privilégiés de la transmission et de l'éducation en Afrique. En français facile, chez nous, on apprend à compter en chantant, on apprend à piler en dansant, on apprend tout en chant, en musique, en forme, avec des formes, avec des couleurs, avec du son. On soigne avec la musique, on soigne avec les chants. La musique, pour ne prendre que cet exemple-là, est
et au cœur de tout. En fait, on vit avec, on meurt avec. On chante pour pleurer, on chante pour manger, on chante pour tout. Mais je ne parle pas que de la chanson. Bon, là, je prenais l'aspect vecteur d'éducation. On apprend en faisant les choses chez nous, traditionnellement, et on apprend en les faisant avec l'art et la manière. Et ça, c'est un invariant dans tout l'espace noir sur cette terre-là. Un autre aspect qui peut être cité par rapport aux applications, on peut dire, que pour avoir l'art et la culture chez nous, c'est que c'est un des lieux où on peut apprécier l'unité culturelle de l'Afrique en réalité. Quand on se pose la question par rapport aux Antillais, par rapport à... Alors, j'aime pas le clivage antillais africain parce que pour moi, au passage, si Priscilla est martiniquaise, elle peut être martiniquaise comme moi je suis gabonais, comme toi tu es camerounais, comme tel est congolais, mais qu'au final, nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Mais je ne peux pas faire le clivage entre un Antillais et un Africain, pas dans ces termes-là. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, l'art et la culture africaine sont l'endroit justement où on voit l'identité, où on voit à quel point on est identique. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit ceux qu'on a envoyés là-bas, ceux qui ont été au sud, au nord, etc., c'est bien les endroits où on arrive à voir que finalement on est tous les mêmes à ce niveau-là. Et donc, à ce moment, je citerai une phrase que j'ai entendue avec Pierre Claver-Akening, que j'aime beaucoup, qui dit « Un peuple uni chante la même chanson ». C'est un vecteur d'unité, c'est un vecteur de cohésion. L'art, la culture sont ceux qui nous lient et ceux qui nous permettent de nous retrouver aussi. Bon, il peut y avoir plein d'aspects comme ça. L'art, il peut y avoir une industrie de l'art. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec les parcs, avec le tourisme, avec on peut le faire. En fait, ça se fait déjà de manière. Mais c'est ce qui se fait avec la musique, avec l'art. Les musées, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, mais ils se font toute une économie derrière les œuvres qui sont là-bas, les œuvres d'art africaines, entre autres. On pourrait le faire nous-mêmes. Regardez, on va prendre l'exemple de Akon ou d'un certain nombre d'artistes qui ont une certaine forme d'éveil et qui peuvent réinvestir ce qu'ils ont pour le bien de l'Afrique. Mais s'ils réinvestissent, c'est qu'ils ont gagné quelque chose. Ce qu'ils ont gagné, ils l'ont bien gagné, en grosse partie en tout cas, avec leur talent artistique. Bon, je prends des exemples comme ça, mais c'est pour dire, si vous faites si on arrive à scaler, à multiplier ça à l'échelle de tous les Akon, de toute qui existent en Afrique, on se rend compte que c'est une véritable industrie dont il est question. Dernier point que je peux prendre comme ça, il y en a trop, sinon je ne m'arrêterai pas. Mais justement, c'est intéressant. On n'arrive pas en fait à quantifier. Si on parle de culture, on a l'impression que c'est abstrait, alors que là, tu nous donnes des exemples concrets. Exactement. Je disais, Théophile Obenga, par exemple, dit que c'est nous qui apportons de la couleur, de la joie dans le monde, au moins de cette culture et de la façon artistique avec laquelle on l'exprime. Ce sont des choses concrètes qu'il faut prendre en compte. Alors, après, pour revenir au détail de la question qui ne s'affiche plus, est-ce qu'il y a moyen de réafficher la question, d'abord? Par rapport à l'éducation, je ne sais pas si la technique peut nous la ramener. C'était Arnaud de Sévois. On parle beaucoup de l'éducation, de la formation à nos valeurs à l'école. Comment concrètement cela doit-il se faire? Quel système éducatif? Que doit-on enseigner? En quelle langue? Etc. Ok, c'est une grosse question. Hein. On ne répond pas à ça comme ça, mais je vais répondre à ça vite fait. À apporter en tout cas de l'eau au moulin, cette fois-ci, de Arnaud Célibois. Quel système éducatif? Notre système éducatif. Cheikh Anta Diop dit, et on peut le voir dans un de nos films qui s'appelle Un soleil s'en va, il dit lorsqu'un peuple ne maîtrise plus son système éducatif, en d'autres termes, lorsque nos enfants sont éduqués par les autres, c'est fichu. C'est terminé pour nous. Quel système éducatif? Notre système éducatif, basé sur ce qui nous reste, sur nos traditions, ou basé sur nos besoins à nous aujourd'hui. C'est-à-dire que les choses ont le droit et doivent être réactualisées. Dans tous les cas, c'est ce que je disais au début, c'est faire en sorte que nous-mêmes, nous apprenions à nous-mêmes, à nos enfants, nos choses, nos langues, nos cultures, nos réalités, nos espoirs, notre histoire,
nos victoires, nos défaites, nos objectifs, nos chansons. C'est parler de nous par nous-mêmes. Hein. Lorsque je prends l'exemple de Nicolas Sarkozy en disant bah, ce qu'il a dit, on s'en fiche, j'ai bien compris, je suis d'accord avec ce que Priscilla a dit. Bien sûr que ça compte, bien sûr qu'il faut en tenir compte, mais je veux dire qu'à la fin de la journée, il faut qu'on soit surtout capable de produire nous-mêmes notre propre discours. Il est question en réalité de souveraineté, de faire en sorte que ce qui nous construit soit produit par nous-mêmes. Ça, c'est pour que doit-on enseigner et quel système éducatif et que doit-on enseigner, quel système éducatif et en quelle langue. En quelle langue, c'est un gros débat aussi, où l'une des arnaques qu'il y a, à mon sens, chez nous, c'est de nous faire comprendre que dans des petits pays comme le Gabon ou les autres, on va aller au Gabon, on va dire qu'il y a 40 langues, au Congo, il y en a 300, au Cameroun, il y en a, etc. Et donc, on a tendance à nous faire croire que s'il n'y avait pas le français, on ne serait pas capable de parler entre nous. Je ne pourrais pas parler à Priscilla qui parle créole ou à Design qui parle Eshira ou Pounou parce que moi, je suis fan. Ça pourrait presque donner l'impression qu'avant la colonisation, en fait, on ne pouvait pas on pouvait pas parler entre nous. Alors que ceux qui m'écoutent sauront et ne démentiront pas ce que je dirais. Là, je sais pas, ma grand-mère parlait 4, 5, 6 langues différentes. Ensuite, il y a que nos langues sont beaucoup plus apparentées qu'on ne le croit. En réalité, il est question de 3, 4 grands groupes linguistiques en Afrique qui ensuite se subdivisent en plein de groupes différents. Dans les Antilles, on va dire la même chose, puisqu'il y a quand même une intercompréhensibilité, j'invente le mot s'il n'existe pas, entre le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, etc., etc. Et même là encore, nous, en tant qu'Africains du continent, on arrive à retrouver la filiation qui permet de savoir que oui, tel mot qu'on va dire là-bas, même outre-mer, se dit de telle façon chez nous. Donc, le débat avec la menace de la langue qu'il faut trouver pour se faire comprendre par tout le monde, regardez, même aujourd'hui, on parle français, non? Alors, s'il faut une langue que tout le monde parle, on peut faire comme au Congo, où tout le monde parle lingala alors que tout le monde n'est pas ngala, ou comme au Sénégal, où on parle wolof alors que tout le monde n'est pas wolof, ou comme où on parle swahili, etc., etc. Donc, la question doit être posée, mais il ne faut pas qu'elle soit posée comme si il y avait si la difficulté était insurmontable à ce niveau, parce qu'il suffit de se demander comment on faisait il y a 150 ans, il y a 200 ans là, les gens ont toujours communiqué et voilà. Voilà. Juste parler dans ton sens, j'étais assez surpris de découvrir par un ami haïtien que pour dire un guérisseur, chez eux, ils disent Nganga, comme au Gabon. Ben voilà. Nous sommes en train d'arriver à la fin de notre live. On va peut-être aborder en quelques minutes la dernière partie. J'ai une question pour toi, Priscilla, toi qui es l'initiatrice du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le mouvement n'existe plus? Est-ce qu'on peut considérer que la COVID-19 est venue, entre guillemets, sauver le gouvernement parce qu'on a vu que vraiment les Gilets jaunes ont une force de mobilisation qui a fait reculer le gouvernement et vraiment déjà toutes mes félicitations pour ça. Mais aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de ce mouvement des Gilets jaunes et quelles sont les perspectives également? Le micro est fermé. Pardon, je disais c'est assez intéressant comme question parce qu'on a vu au début de l'année 2020, lorsqu'on a eu le premier confinement, avant ça, il y a eu une forte mobilisation pour différents sujets. Il y a eu les retraites qui partaient fort, qui étaient très suivies par le mouvement des Gilets jaunes, et le mouvement des Gilets jaunes, globalement, a fait en fait s'élever une partie de la population qui se sentait non écoutée, délaissée, méprisée, et ça a été comme un mouvement collectif de lanceurs d'alerte en fait, qui dit stop, ça suffit, on a constaté un certain nombre de dysfonctionnements et on vous le fait savoir en allant dans la rue. Et ça s'est maintenu week-end après week-end sur l'année 2019, tous les samedis, même à Paris et partout en province, mais aussi, ça a démarré très fort aussi sur l'île de la Réunion. Et ensuite, quelques débuts de manifestations dans les Outre-mer, pas très suivis, mais il y a eu quand même des petits groupes locaux qui se sont mobilisés, qui ont ensuite plutôt milité avec les militants anti-chlordécone pour les empoisonnements des terres, etc., pour interpeller le gouvernement.
et qui a pris de l'ampleur et qui a permis de se connecter aussi avec certains militants écologistes ici en métropole pour dénoncer ça collectivement. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, la crise sanitaire, elle a stoppé cet élan de contestation, c'est sûr. Elle a stoppé cet élan de contestation. Malgré tout, on sent quand même qu'il y a cette aura gilet jaune qui plane au-dessus des politiques, puisqu'ils se soucient souvent de ce qui se passe dans les mouvements militants. Ils se soucient de savoir si à chaque déconfinement, le mouvement va reprendre ou pas, dans quelle intensité. Les renseignements font leur travail de renseignement, ils vont un peu partout collecter des infos pour savoir si ça va reprendre ou pas reprendre. Donc, il y a quand même une sorte d'inquiétude qui est là, de savoir est-ce que les gens vont se mobiliser encore plus. Et je pense que cette crainte, elle est née aussi du fait que la gestion de la crise sanitaire, elle n'est pas terrible. Donc, la colère est présente. Les gens disent, oui, certains disent, en tout cas, si on avait su, on serait sorti aussi avec les Gilets jaunes pour dénoncer certaines choses. Donc, c'est sûr que se mobiliser avec autant d'intensité qu'en 2019 dans la rue, je ne suis pas certaine que ce soit toujours possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé des plumes, des gens ont perdu leur travail, des gens n'ont plus forcément de sous pour sillonner toute la France pour aller manifester. Certains ont beaucoup été intimidés, beaucoup ont été aussi blessés. Beaucoup de gens ont perdu un œil ou une main. Presque 30 ont été touchés au LBD. Donc, il y a eu beaucoup de violence du côté aussi des forces de l'ordre. Et du coup, ça met beaucoup de réticence aussi à se dire que si on doit se retourner dans la rue, est-ce que vraiment on a envie? Les personnes qui ont été mutilées, elles n'étaient pas dans une posture de violence envers les forces de l'ordre. Elles ont été mutilées, certaines filmaient, certaines étaient au téléphone, certaines étaient avec des journalistes en train de manifester quand elles ont été violemment touchées et sont maintenant mutilées et n'ont aucune reconnaissance du gouvernement pour ces blessures. Donc du coup, je ne peux pas dire que ça va reprendre avec autant d'intensité, mais on ne sait jamais. On va vers 2022, il y a les prochaines élections présidentielles. La crise sanitaire, il y a eu plus de 90 plaintes auprès de la Cour de justice de la République contre les membres du gouvernement pour la mauvaise gestion de la crise. Donc la colère, en fait, elle monte. Est-ce qu'elle prendra la même forme que dans le mouvement des Gilets jaunes? Je ne sais pas. D'accord. Juste pour continuer encore un petit peu, Priscilla, est-ce qu'on peut considérer quand même qu'il y a eu beaucoup ça a permis en fait d'obtenir certaines concessions importantes du gouvernement et de regarder justement cette partie de la population qui n'était pas souvent prise en compte quand on regarde les sommes qui ont été engagées, etc., les décisions qui ont été prises. Est-ce que c'est du mi-figue, mi-raisin ou vous êtes satisfaite de ce qui a été mis sur la table par le gouvernement? Alors, c'est sûr que moi, ça a commencé par ma pétition que j'ai faite sur la taxation et sur le manque de transparence. Donc, c'est sûr que la première des revendications a été obtenue. Donc, il y a eu le gel de cette taxation qui aurait dû augmenter intensément jusqu'à 2030. C'est sur la valeur carbone, qui est pour moi une taxation inutile et injuste parce qu'elle fait peser sur les gens au quotidien un coût important alors que les grandes multinationales ne sont pas taxées, ne sont pas sanctionnées, etc. Donc, on punit toujours les mêmes, que ce soit cette taxe-là ou une autre. C'est un modèle systémique qui est reproduit, en fait, où ce sont toujours les mêmes qui font les frais de mesures punitives, alors qu'on sait qu'ils sont les réels responsables et qu'eux, on ne va pas les chercher, par contre. Donc, du coup, c'est plutôt ça que ça dénonçait et la première revendication a été obtenue. Ensuite, il y a eu d'autres mesures qui ont été données aux retraités, etc. Il y a même eu une chose qui a été faite qui a été intéressante, c'est quand on a eu la première mobilisation des Gilets jaunes, les policiers venaient nous témoigner leur soutien, venaient me voir en manifestation, me dire dans les oreilles, on est avec vous, on est Gilets jaunes à l'intérieur, donc on a un devoir de réserve, on ne peut rien faire. Bon, ensuite, la tendance s'est un peu inversée puisqu'ils se sont un peu servis des policiers contre le mouvement et ça a mis des tensions fortes entre la population qui était dans la rue et les forces de l'ordre. Mais entre-temps, il y a eu ce soutien et quand ils ont voulu, eux, dénoncer leurs propres conditions de travail, le gouvernement leur a payé un début de prime. Ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas payé les heures sup des forces de l'ordre. Et du coup, comme ils ont entendu que les policiers allaient peut-être poser leur casque, ils ont dit on va quand même commencer à les payer. Donc, en fait, il y a eu encore cette revendication-là par ricochet qu'ils ont obtenue. Mais après ça, par contre, la plus grosse peut-être avancée, ça a été on a demandé à ce que pour une fois, les citoyens participent aux prises de décision. Donc, on a demandé la création d'une assemblée citoyenne et elle a vu le jour sur une seule des 3 thématiques qu'on a demandées. On avait demandé à ce qu'il y ait une assemblée citoyenne de personnes tirées au sort sur le climat, la fiscalité et la démocratie. Le président a répondu partiellement favorablement en avril 2019 pour créer une assemblée citoyenne seulement sur le climat. Mais bon, en tout cas, ça c'est pour montrer qu'il y a eu quelques points comme ça dans l'année où il y a eu des réponses politiques, mais qui n'étaient pas à la hauteur de ce qui était demandé globalement, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Priscilla parlait de montée de colère aujourd'hui pour coller à l'actualité. On se rend compte qu'il y a des mécontentements, ce qui concerne le Gabon, lors des Communong et Design, des mécontentements dans la gestion de la crise de Covid-19. Aujourd'hui, par exemple, depuis hier, je pense qu'on a un mouvement de concert de la salle pour protester parce qu'il y a un couvre-feu à 18 heures pour ceux qui ne savent pas. Il y a des mesures qui sont prises et vraiment qui étranglent la population. Vous, en tant qu'artiste, en tant que porte-voix, en tant simplement que citoyen, quelle est ta position dessus? Euh, Ekomi ou design? Design. Ouais. C'est le citoyen qui va parler. En fait, je pense que c'est juste on transpose juste les problèmes à chaque fois. À chaque fois qu'un élément se présente, on saute dessus et puis on essaie de jouer avec pour expliquer un peu la situation actuelle. Alors, moi, je pense déjà que la grogne actuelle, parce qu'il y a une grogne qui est là même depuis plusieurs années, des populations gabonaises n'est pas due exclusivement à la mauvaise gestion de la Covid actuellement au Gabon. Il y a des antécédents et d'un côté, on va dire dans le camp d'en face, pour ceux qui ne sont pas du côté du peuple, il y a aussi en fait, l'utilisation de ce prétexte de Covid, cette situation sanitaire globale pour continuer des mauvais traitements, pour continuer toujours d'entretenir des mauvaises gestions, toujours avoir des mesures un peu plus liberticides face au peuple. Donc, je pense que ce n'est qu'un prétexte et à chaque fois, c'est ça, une nouvelle situation se présente et on en prend, on saute dessus comme justificatif, on en fait un prétexte pour justifier, comme je le disais, le fait de tirer encore un peu plus le boulon au niveau de la gestion du pays, ce qui fait que les richesses ne sont pas distribuées, ce qui fait qu'il y a beaucoup de mise à l'écart, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'injustices. On se dit, bon, on va essayer de museler davantage le peuple et prendre le cas de Covid, prendre le cas de la situation sanitaire qui se présente comme motif pour, pour mettre ça en place. Mais ça va bien plus loin. La grogne aujourd'hui, il y a beaucoup d'années, il y a la question électorale qui n'est pas encore réglée. Depuis plusieurs années, en fait, ce n'est qu'une accumulation de choses qui ne peut pas se limiter au simple fait de la mauvaise gestion du Covid actuellement. Donc, moi, je pense qu'en tant que citoyen, il faudrait que, Covid mis à part, qu'on se pose des vraies questions, que les dirigeants ouvrent vraiment la boîte de Pandore et puis essaient de régler les choses, quoi. S'ils ont cette volonté-là aussi. Merci beaucoup. Lors des Communong, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont décriées, notamment, par exemple, je ne sais pas si c'est vérifié, on a vu une note du ministère je crois, du pétrole, je ne sais pas, de l'énergie, qui disait qu'il pour accéder au sein du ministère, il fallait présenter un test de Covid négatif, sachant que le test coûte soit 20 000, soit 10 000, je ne sais plus trop précisément, couvre-feu à 18 heures. Ça fait 11 mois que il y a un couvre-feu au Gabon. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de comparer avec d'autres pays africains. L'économie est totalement bouclée et les gens ne s'en sortent plus. En tant qu'artiste, en tant que citoyen, qu'est-ce que ça suscite chez toi? Est-ce que tu peux donner une orientation ou en tout cas ton avis? Écoute, c'est clair qu'il y a beaucoup de choses qui suscitent des questions. Il y a des bizarreries, il y a des incohérences, il y a donc des interrogations. En tant qu'artiste et en tant que citoyen, comme tu dis, moi j'ai besoin d'avoir un point de vue tranché sur la base de choses bien mûries avant de m'exprimer sur quelque chose pour ne pas avoir à me contredire à chaque fois. Et la réalité, c'est que je suis encore en train d'observer les choses de manière à pouvoir dire en une fois, avoir un point de vue bien précis sur la manière dont ces histoires de coronavirus sont gérées au Gabon et en réalité en Afrique plus généralement. Parce que je ne vais rien dire de plus que ce que tout le monde constate déjà. Il y a des incohérences flagrantes sur les statistiques, sur les chiffres, sur la véracité des propos, sur
la souveraineté en termes de la souveraineté comment dire ça, mais sanitaire du Gabon et de l'Afrique en général, où on semble être dans une position où, encore une fois, ceux qui sont en train de se noyer sont en train de donner des ordres à ceux qui sont sur la terre ferme. Voilà. En bref, j'ai besoin, moi, pour m'exprimer, d'être plus pointu que je ne le suis tout de suite. Donc, on pourra en reparler à un autre moment si moi je dois m'exprimer là-dessus. Effectivement, pour ça partager d'un autre. En tout cas, moi, j'ai décidé de me montrer solidaire de tous ceux qui sont en train de protester aujourd'hui contre celle. Ça fait 11 mois qu'il y a un couvre-feu au Gabon et rien que pour ça, moi, je peux raisonner ma marmite, savoir ce que ça vaut. Mais je voulais vraiment, vraiment vous remercier Priscilla. Merci beaucoup. Priscilla, qui est, je le rappelle, Priscilla Ludowski, qui est initiatrice du mouvement des Gilets jaunes. Merci beaucoup pour ta participation de vue et nous allons, en tout cas, tous nous abonner à ta page pour suivre ton activité. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci. Avant de vous donner, bien entendu, un mot de fin. Donc, merci beaucoup à toi, Lord des communes, donc, d'avoir pris le temps pour venir échanger avec nous sur cette question de culture et même simplement de débat citoyen. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été très, très enrichissant. De rien, merci. Merci beaucoup à toi, Design, également. Tes paroles, tes stats, tes prises de position, vraiment, ça nous enrichit au quotidien quand on suit ta page. À point de vue, on a pour habitude de donner de conclusion, une carte blanche à chacun des invités. On a commencé par Priscilla, donc je vais te donner une carte blanche simplement si tu as un message à faire passer à tous ceux qui nous suivent, à l'Afrique, à la France, aux Antilles. Tout à l'heure, on parlait de comment faire passer certains messages et comment éduquer. Et je dirais qu'on n'a pas parlé forcément des médias et de la place des médias dans le monde militant, même ou même globalement dans la société. Et je pense que c'est important de suivre les médias indépendants qui font vraiment du travail d'investigation, qui font du travail de fond, qui vont à la rencontre des gens vraiment pour les faire échanger comme ce soir, en fait, qui donnent du temps pour l'échange. Et je pense que c'est important de leur donner plus de place dans nos quotidiens que certains médias qui ont d'autres objectifs que celui de nous informer réellement. Voilà, ce sera mon message. Merci beaucoup, Priscilla. Merci beaucoup. Design, pour ton mot de fin, ta carte blanche. Parce que le mot de fin ne marque pas la fin des mots. Les populations pleurent tandis que les ordures dressées sur la voirie, quand l'hôpital se moque de la charité depuis Jeanne et Bory. D'ailleurs, l'assurance maladie ne couvre plus de prise en charge. Et si ça te branche, fais un tour à Mindoubé. Tu sauras ce qu'on appelle la décharge. L'ascenseur social est hors service. Les issues de secours sont scellées à chaque étage. Depuis qu'ils ont mis l'accent sur la censure, les libertés sont prises en otage. Le tissu social se déchire davantage sous les coutures de leur défaite à plate couture, et c'est seulement lorsque le peuple va en découdre qu'ils prendront de bonnes mesures. J'applaudis, vraiment. Voilà, vous avez là quelque chose de design. Merci beaucoup pour ces mots. Lors des Comindo, je te donne aussi ta carte blanche, ton mot de fin. Merci à vous, merci à Monty, merci à Design, merci à Priscilla Ludowski. C'est ça mon mot de fin. J'ai artistiquement, la dernière chose en date dont il est question pour moi, c'est un double album qui s'appelle Petit Mutant dans son coin. Je m'appelle Ekomindon pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je vous invite à aller écouter, il est disponible partout. Ou généralement à regarder le travail que l'on fait, qui est un travail avec mon groupe qui s'appelle Mauvaise Haleine, qui est un travail qui défend les couleurs, les valeurs, l'identité africaine, avec les moyens qui sont les nôtres. Donc on fait des films, on écrit des textes, des poèmes, des chansons. De temps en temps, ça nous permet de réparer un truc dans une école ou de faire des ateliers avec des enfants ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est ça mon ministère et mon actualité, c'est ça, cet album-là que je vous invite à découvrir sur YouTube. Enfin, il est disponible partout. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Donc, juste une question comme ça. Aujourd'hui, il ne faut pas penser que j'écoute, hein, je suis un fan, si je puis dire. Aujourd'hui, combien d'albums à ton actif? Avec mon groupe Mauvaise Haleine, il y en a 4 en solo, mais avec mon groupe Mauvaise Haleine caché derrière moi, il y en a 5 maintenant. Et avec plus globalement le label que nous s'appelle Zorbam, il y en a une quinzaine. Voilà. Wow. Avec parce que c'est beaucoup d'artistes
dans le même courant, on va dire ça comme ça. Super. En tout Comme cas, on design. continue de vous suivre. Super. On continue de vous suivre, on vous soutient vraiment et merci beaucoup pour ce que vous faites Merci. pour valoriser la raffia. Et merci à tous, merci beaucoup. Moi, je reste à faire mon concert de marmite. Je vous souhaite une excellente soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Partagez ce live et bon courage à tous. Merci beaucoup. Salut.